Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et à chaque épisode, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Une fois n'est pas coutume, j'accueille aujourd'hui deux invités. Alain Millat, fondateur de l'entreprise éponyme, et Pierre-Olivier Gandon, son directeur général. Je remercie vivement Thomas Deck, que vous avez entendu dans l'épisode 5, de nous avoir mis en relation. Alain Millat a créé son entreprise il y a 25 ans et Pierre-Olivier Gandon l'a rejoint plus récemment. Comment diriger en tandem une entreprise dont le nom même est celui de son fondateur, qui plus est toujours présent ? J'ai beaucoup apprécié cette rencontre avec deux personnes qui placent elles aussi la notion de plaisir au cœur de leur proposition. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir justement à écouter cet épisode. Bonjour Alain, bonjour Pierre-Olivier, je suis ravie de vous accueillir Alain Millat et Pierre-Olivier Gandon pour ce podcast Plaisir de diriger, où on va parler du coup d'Alain Millat, vous le dirigeant, de Pierre-Olivier Gandon, vous le dirigeant, et de Alain Millat, l'entreprise que vous dirigez ensemble, vous Alain Millat comme président, et vous, Pierre-Olivier, comme directeur général. Est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots la structure que vous dirigez ? Alors, déjà, merci de nous inviter, de nous laisser la parole. L'entreprise, c'est une PME de 45 personnes environ. Nous avons un site de production et de distribution. Nous sommes spécialisés dans les jus de fruits premium qu'on appelle jus de dégustation. L'entreprise a été créée en 1997, est restée très confidentielle pendant une dizaine d'années. Et en 2007, on a un peu accéléré la partie commerciale. Et en 2016, qui a été une date clé, l'arrivée d'investisseurs et un programme d'expansion, on va dire, économique, et en même temps l'arrivée de nouvelles compétences. Et donc Pierre-Olivier m'a rejoint en 2016 de mémoire. C'est ça, j'ai rejoint l'entreprise il y a un petit peu plus de 5 ans. Beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à y travailler depuis ces 5 années, aux côtés d'Alain, sur une entreprise qui est résolument familiale, avec des valeurs dont on parlera sans doute, mais qui sont profondément ancrées dans chaque personne qui travaille depuis 25 ans et qu'on essaye de faire vivre tous les jours. Quelle est votre vision du rôle d'un dirigeant ? Le rôle d'un dirigeant, selon moi, est assez... Enfin, se résume en très peu de mots, c'est écouter pour ensuite considérer. Et il doit y avoir aussi faut tout faire pour que l'ensemble des collaborateurs ait une confiance en la direction et que la direction ait une confiance aussi en tous ses collaborateurs ou en chacun de ses collaborateurs. Donc ça se cultive tous les jours et pour cela, il faut aussi avoir, même généralement, moi j'aime pas trop parler d'humilité, mais en tous les cas, il faut être à sa place d'une façon très raisonnée et quelquefois admettre qu'on a fait une bêtise en vision, même s'il le faut s'excuser parce qu'on a fait une erreur et que voilà, on est allé dans le mur, même si c'est pas très grave. Mais c'est effectivement être partie prenante au même titre que n'importe quelle autre personne, qu'elle soit en prod, en logistique, commerciale sur terrain ou marketing, peu importe. Voilà. Mais c'est cette proximité, mais la proximité d'écoute et de considération. Comment est-ce qu'on crée cette confiance ? La confiance est une conséquence. Il faut avoir une posture qui doit se percevoir tous les jours par ses collaborateurs. C'est aussi simple que d'aller dire bonjour tous les matins dans tous les ateliers, de serrer la main quand c'était possible à l'époque, mais en tous les cas, même pendant la Covid, pas que de prendre soin, mais aussi de passer les voir, de savoir comment ça va. On connaît tous la situation maritale de tous nos collaborateurs, même si on est 45. Voilà, on sait qui a eu des enfants, qui n'a pas eu. Voilà, tout ça est important. Même s'il y a une dimension un peu, comme disait Pierre-Olivier tout à l'heure, à juste titre, familiale, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire familiale dans la relation d'un membre de la famille à un autre. Et c'est donc cette confiance, elle doit être vraiment au centre de la communauté. Pour moi, j'aime bien ce mot de communauté parce que ça veut dire que tout le monde est rassemblé autour
quelque chose en fait. Ça peut être le projet d'entreprise, mais ça peut être la vision que l'on a du rôle de l'entreprise dans la société. Voilà, donc c'est cette confiance-là qui est effectivement la conséquence de toutes ces petites choses que l'on met bout à bout tous les jours, mais qu'avec les autres, quoi. Et quand on est directeur général, comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on fait vivre cette confiance au quotidien, dans les relations peut-être entre les équipes, avec les équipes? Alors, je crois que quelque chose que j'ai appris, en tout cas quelque chose sur lequel j'ai fait un peu attention au début, c'était de se dire, pour gagner la confiance, il faut éviter d'annoncer des choses qu'on ne sera pas capable de tenir. C'est facile de faire des grands effets d'annonce, et puis en réalité derrière de pas réussir à les mettre en œuvre ou de pas le faire pour différentes raisons. Donc ça, c'est la première chose, c'est en fait essayer de tout ce qu'on dit, d'essayer de le faire et de l'appliquer. Que ce soit des petites choses, des petites mesures, des petites décisions à des décisions un peu plus importantes. Après, quand on est dirigeant, comme c'est le cas en tant que directeur général, dans cette entreprise, à côté d'Alain Mia, qui est le président, qui porte le nom de son entreprise, qui a créé l'entreprise depuis 25 ans, moi je vois un peu mon rôle comme celui d'un chef d'orchestre qui fait jouer une partition qui a été écrite par un musicien, qui a la vision, c'est marrant, je ne vous l'ai jamais dit. Ouais, vous l'avez jamais exprimé comme ça. Mais en y réfléchissant un petit peu, en préparant cet entretien, je me suis dit, tiens, c'est un peu ça. C'est en fait, il y a une vision, il y a une harmonie qui a été pensée, qui a été écrite. Il y a des notes qui ont été rajoutées. J'aime bien la musique, donc je fais aussi cette analogie-là. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire jouer ensemble les instruments, avec des instruments qui sonnent très fort, avec des instruments qui sont beaucoup plus doux, de faire jouer les nuances, pour qu'à la fin, on arrive à faire quelque chose qui soit harmonieux, qui soit... Et ça, c'est comprendre ce que veut Alain, comprendre sa vision, aller la chercher, aller la travailler, aller la contredire aussi, on dit attends, là, je suis pas forcément d'accord avec ça. Et ensuite, aller la diffuser. Et je trouve que c'est très intéressant. Et évidemment qu'il faut qu'on ait la confiance de tous ces collaborateurs pour que tout le monde ait envie de jouer la même partition. Voilà. Quelle est cette vision que vous portez, Alain? La vision d'entreprise Votre vision pour l'entreprise, votre vision pour peut-être le produit que vous proposez, les produits que vous proposez? On est très prétentieux, comme vous avez pu le constater. Donc, non, plus sérieusement, mais c'est vrai que moi je suis arrivé sur ce marché-là, le jus de fruits premium, sur un marché qui n'existait pas. Donc, on a véritablement créé ce marché-là avec un jus de fruits qui avait effectivement du corps, de l'éclat, un profil aromatique. Voilà. Donc c'était une approche très vinicole quelque part, ou viticole en fait, du jus de fruits. C'est-à-dire dire à nos consommateurs, il y a une vingtaine d'années, vous pouvez prendre un moment de plaisir avec un jus. Voilà. On a toujours ça à l'esprit et donc ça conditionne tous nos faits et gestes dans la recherche et le développement, mais aussi dans les autres catégories de produits auxquels on s'intéresse et qu'on commence à déployer, même s'ils sont un peu différents dans leur texture, etc., ou dans leur accessibilité avec plus de quotidien pour ces nouvelles catégories. Mais on garde toujours à l'esprit le produit qui doit avoir effectivement une valeur intrinsèque, aromatique, de dégustation, et en même temps qui ait aussi du sens, en fait, qui ait du sens par rapport aux achats de matières premières ou par rapport à la distance que font nos matières premières avant d'être transformées dans nos ateliers à Valence. Tout ça ne peut exister que s'il y a aussi cette cohérence. Et la cohérence, on n'en parlait pas tout à l'heure, mais ça rejoint beaucoup ce que disait Pierre-Olivier, cette cohérence qu'on peut presque, par analogie, mettre en face la symphonie ou l'harmonie, mais en tous les cas quelque chose qui sonne bien. Et je trouve que la cohérence qu'on a essayé et qu'on continue, je trouve qu'on a réussi, même si on a encore beaucoup à s'améliorer, c'est que cette cohérence dans le produit, dans les matières, dans ce qu'on décide de faire, la raison qu'on utilise pour le traitement de nos matières premières, mais c'est aussi dans la relation avec nos consommateurs, mais surtout avec nos professionnels. Donc on essaye et on y arrive la plupart du temps. Encore une fois, on peut s'améliorer, et Pierre-Olivier le dira aussi, mais c'est d'être... si on a une élégance dans le produit, on doit avoir cette élégance aussi dans toutes les relations qu'on a avec toutes les personnes qui sont autour, c'est-à-dire qui gravitent autour de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, c'est toujours quelque chose d'assez complexe. C'est une espèce de
comme si c'était quelque chose de polymorphe, vous voyez, mais qui bouge un peu. Donc c'est un peu... dans les films de science-fiction, on voit beaucoup de monstres comme ça, extraterrestres, qui sont un peu comme ça, mouvants, mais qui bougent pas vraiment, qui se déplacent, etc., mais qui sont toujours là présents. Je pense à ça d'un seul coup, mais ça doit être perçu comme quelque chose d'agréable pour nos collaborateurs, parce qu'on part aussi du principe qu'un collaborateur peut révéler son talent, quel qu'il soit, que ce soit technologique, par rapport à l'organisation, ou RH, en développement, en R&D, etc., commercial, marketing, peu importe. Mais pour révéler ses talents, en fait, il faut absolument qu'il y ait une sensation ou un sentiment pour ces gens-là de joie, en fait, ou de bonheur partagé avec les autres collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une entreprise où le conflit n'existe pas. Je ne trouve pas qu'on a du conflit. Enfin, Pierre-Olivier, vous pourrez en parler. Vous êtes arrivé il y a 5 ans, mais on n'a pas eu de conflit. On a des contradicteurs, on a des contradictions, on est confrontés. Mais c'est tout cela dans le but, dans l'objectif principal d'améliorer en fait le bien de tous. Et le bien de tous passe aussi par les résultats d'entreprise ou le positionnement d'entreprise, etc. Donc il y aurait une forme de colonne vertébrale un peu, et puis ensuite, autour de cette colonne vertébrale qui vous tient en quelque sorte, un peu plus de degré de liberté dans les mouvements, ce serait ça ? Alors oui, mais vous avez vu, il faut la décoder, la colonne vertébrale. Donc c'est aussi mon rôle de traduire, de transcrire cette vision complexe et assez philosophique qui est très intéressante, mais qui mérite d'être aussi clarifiée. Mais c'est exactement ça, c'est qu'il y a cette vision qui est très claire, assez philosophique, assez sociétale, avec l'homme et les femmes qui sont au cœur de cette vision, parce que notre souhait le premier, c'est de rendre nos collaborateurs heureux au travail, et de nous-mêmes d'être heureux. Et après, c'est d'un point de vue un petit peu plus pragmatique, si je m'en tiens plus à ma vision, c'est d'être le leader ou la référence mondiale dans les produits gourmets. Alors on a commencé par les jus, mais on va s'étendre aux fruits, aux légumes, qui tournent tout autour de ces produits bruts qu'on aime travailler, qu'on aime sublimer et qui apportent beaucoup de plaisir, on l'espère, à nos clients et nos consommateurs. Et si on est si heureux d'aller bosser, c'est aussi parce qu'on croit extrêmement fort dans cette mission qu'on a de rendre ce produit visible, de l'exporter. Aujourd'hui, on est dans près de 40 pays, mais on est encore assez petit dans les pays. On a aussi cette volonté et cette profonde croyance que notre produit, notre marque, a une sorte de vocation. Alors j'ai entendu parler beaucoup dans ce que vous avez dit de plaisir et de joie, à la fois dans ce que vous offrez à vos clients, à vos collaborateurs. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, Alain, peut-être ? Chacun a sa définition de la joie ou la vie d'une façon très personnelle. Mais tous s'accordent à dire quand même que même si on la vit, pour certains la vivent à 10% ou à 30% de ce qu'elle vaut par rapport à la valeur qu'elle a au moment où elle est confrontée à l'individu, mais la joie rassemble en fait. La joie rassemble. Alors le plaisir est plus individuel, mais la joie est pour moi par définition très souvent partageable ou partagée. Vous voyez, et c'est ça qui est très intéressant. Et vous voyez, quand tout à l'heure, je partais un peu dans mes délires un peu de rôle de l'entreprise dans la société, etc. Vous voyez, ce binôme, la reprise de mes propos par Pierre-Olivier démontre bien, en fait, les rôles de chacun aussi, sur ce sujet-là, mais ça peut être sur d'autres aussi, et dans les deux sens même. Alors, quand il y a une idée très pragmatique, il faut aussi qu'elle puisse passer par le filtre de ce qu'on veut faire de l'entreprise ou ce que je veux en faire, qui est aussi partagé par Pierre-Olivier. Mais même si il y a un rôle très pragmatique de Pierre-Olivier en tant que directeur général, et là je m'avance pas du tout, je le sais parce que je le connais et parce que ça fait 5 ans qu'on a un parcours commun et qu'on chemine en fait avec cet objectif-là, mais il y a toujours aussi la joie et le plaisir aussi de faire
de transmettre, d'aller porter à quelqu'un quelque chose qui est animé par la joie ou qui va se concrétiser par la joie ou le plaisir d'un individu ou d'un groupe d'individus. Donc on entend beaucoup votre complémentarité. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 5 ans parce que je connaissais un petit peu la famille qui est rentrée dans le capital de l'entreprise en 2016, en l'occurrence Laure Chevrillon, qui m'a dit qu'il fallait absolument que je rencontre Alain, qui était un type très sympa, très intéressant et qui avait créé une marque de jus de fruits. Moi à l'époque je faisais du conseil en stratégie et j'avais envie de m'orienter plus dans un job un petit peu plus opérationnel, dans une PME ou en tout cas dans les beaux produits ou les belles marques. Et donc, on s'est retrouvés un jour au Train Bleu, qui est un beau café à la gare de Lyon, dans lequel on a passé quelques heures. Alors déjà, ce premier rendez-vous, puis suite à ça, on y a passé encore pas mal d'autres heures. Et je crois que l'entretien a duré 2 ou 3 heures. Discussion à bâton rompu, sur l'entreprise, mais pas que, sur la vie, sur des choses un peu plus spirituelles aussi, peut-être. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses, pas forcément en commun, mais en tout cas à partager. Et il y a eu un espèce de fit ou coup de cœur assez immédiat, sachant que moi, je me trouvais très jeune pour prendre un poste comme ça et pas du tout capé pour le poste. Et puis, je me souviens d'une petite anecdote. Moi, je pensais que l'entreprise était à Lyon. Et j'étais parisien à l'époque. Je m'étais dit, tiens, bon, je vais peut-être déménager à Lyon. Et puis m'installer là-bas. Et Alain m'a dit non, l'entreprise est à Valence. Donc là, assez vite, je me suis dit, en fait, on va arrêter là la discussion. C'est une très belle ville, c'est une très belle région, Valence, mais j'ai pas forcément prévu d'aller à 30 ans ou à je sais plus quel âge j'avais. J'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, tout seul à Valence, dans cette jolie mais petite ville. Et puis Alain m'a dit, mais vous ferez comme vous voulez, vous pourrez monter un bureau à Paris, recruter des collaborateurs à Paris, et puis faire les allers-retours, et puis il y a aussi une partie export à développer. Et en fait, cette rencontre est née d'une grande confiance, d'une grande liberté, que moi je trouve que je qualifierais quasiment d'entrepreneuriale. De fait, j'ai ouvert des bureaux à Paris, qui au début on n'était pas beaucoup, puis on s'est agrandi, aujourd'hui on doit être une dizaine, avec les équipes commerciales et marketing. Et puis, on passe pas mal de temps entre Lyon, Valence, Paris. Et puis, voilà. Et voilà un peu comment s'est faite la rencontre et comment on a construit cette histoire. Il y avait 3 candidats au départ, en fait. Il y avait 3 candidats au départ. Et effectivement, c'est pas Pierre-Olivier que j'ai retenu, c'est la personnalité. Parce que sur des entreprises de cette taille-là, je parlais de talent tout à l'heure, il faut aller déceler en fait chez l'autre, et quel que soit le poste, ou plutôt à des postes, même sur des postes d'opérateurs, en fait, il faut quand même du savoir-être, vous voyez, qui est hyper important pour la cohésion, pour encore une fois que la communauté se porte bien. Et il faut sur des postes plutôt très stratégiques comme celui de Pierre-Olivier, il faut soit qu'il se passe quelque chose, soit qu'on décèle dans la personnalité de l'autre quelque chose d'un peu unique, vous voyez, qui fait qu'on se dit il y a quelque chose à écrire avec lui, quoi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fonctionne. Et même les recrutements, que bien sûr, vous en faites beaucoup, Pierre-Olivier. Je sais que vous me demandez, mais tout le triage, et généralement, on est toujours d'accord sur, in fine, sur le candidat, mais on cherche avant tout des sensibilités, des savoir-être, des capacités à comprendre, mais pas forcément une compétence. Vous voyez, à cette époque-là, en 2016, prendre un poste de DG, c'était pas forcément quelque chose d'assez intuitif à l'âge que vous aviez à l'époque. Et pourtant, ça s'est fait. Et ça se passe pas trop mal. Et ça se passe bien. Toujours difficile de dire des compliments pour Alain, mais ça c'est... non, je voulais rajouter un truc, c'est aussi que les critères qui font que ça se passe bien, en tout cas qu'on a envie de recruter ou de travailler avec des gens, c'est qu'on sait qu'on va pas s'ennuyer. Et ça fait le lien avec la joie, et je dirais même l'humour. La vie est trop courte pour s'ennuyer au travail. On passe beaucoup de temps quand même à rire et à mettre un peu de dérision dans tout ce qu'on fait. On n'est pas en train d'opérer des enfants du cœur ou voilà, on est en train d'essayer de développer une entreprise qui fabrique des jus de fruits, des confitures et des produits gourmets. Et je crois que moi, quelque chose que je retiens aussi de notre travail de tous les jours, c'est qu'on met beaucoup d'humour, de dérision, presque je dirais un peu d'ironie dans tout ce qu'on fait, parce qu'on se rend compte que on est bien peu de choses et que c'est plus sympa de rire et ça, je l'ai aussi senti assez vite en rencontrant Alain, et je le constate, et on le constate encore tous les jours. Voilà. Alors, vous voyez, on se vous voit.
Ça, c'est une des caractéristiques de notre relation sur lesquelles on s'est dit on fait ça comme ça depuis le début. Et puis, C'est resté. c'est resté. C'est vrai que parfois, quand on boit un petit verre ou deux à l'apéro, ça dérape un peu. On se dit mais attends, mais ce serait peut-être temps quand même de. Et les gens trouvent ça bizarre qu'on se voit et en même temps trouvent ça marrant. C'est un peu unique, voilà. Et C'est très drôle de vous soyez et de se raconter des blagues, en fait. Je trouve ça, Ouais. je trouve ça un peu, c'est vrai. un peu décalé. Et, quoi, en fait. et dans les boîtes Mais ça d'aujourd'hui, n'empêche plus pas. personne se vous voit. Alors au début, je voyais pas mal de collaborateurs, j'étais un peu gêné, donc je suis passé au tutoiement, je trouvais ça beaucoup plus simple. Nous, on est resté au vouvoiement, c'est très bien, et ça n'entache pas du tout la proximité qu'il peut y avoir et les liens qu'on a entre. Mais il y a quand même un point sur lequel je ne suis pas en accord avec ce que vient de dire Pierre-Olivier. Il a dit que la vie était courte. Et moi, je trouve que la vie est très longue. Bon, elle est riche. On peut faire des tas de choses, rencontrer des tas de gens, lire des tas de choses, écouter des tas de choses. Et voilà, quoi. C'est pas un point d'achoppement entre nous, mais Alors, on va s'en faire on un va peu clarifier. Non, on va clarifier. On va peut-être faire un tout petit peu aussi de. C'est pas de la philo, mais Alain a un rapport au temps qui est extrêmement apaisé. Et je pense que c'est une des forces de la société, c'est qu'il a mis 20 à 25 ans à construire une marque en prenant tout le temps qu'il voulait prendre et qui fait qu'en fait, ça ne s'achète pas, contrairement au monde aujourd'hui des startups, des levées de fonds qui sont hallucinantes et du fait qu'on arrive à créer des boîtes en quelques années qui valent des montants. Alain a pris son temps et il a mené cette marque-là là où elle est aujourd'hui parce qu'il a pris le temps. J'ai pas tout à fait la même vision, j'ai pas tout à fait le même âge non plus, mais en revanche, ça me guide, cette sérénité face au temps. J'irai même un peu plus loin, cette sérénité face à la mort qui arrivera un jour ou l'autre, de laquelle j'ai, moi, je pense, beaucoup plus peur qu'Alain, ou de la maladie, et lui est beaucoup plus serein avec ça. Alors, je ne pensais pas qu'on y rentrerait aussi vite dans ces sujets-là, Oui. mais par exemple, je suis assez impatient dans mes décisions, dans le fait, j'ai envie que l'entreprise avance, j'ai envie qu'on aille chercher des nouveaux marchés, et Alain est beaucoup plus patient et beaucoup plus tempérant. Et pour moi, c'est ce gardien du temple et du temps qui est extrêmement nécessaire, qui vient compléter ma personnalité et qui fait que l'entreprise avance avec une certaine sérénité, sans brûler les étapes. Peut-être en allant un petit peu plus vite qu'avant sur certains sujets parce qu'on en discute. Quand même, et voilà. quand même, oui. Mais je trouve ça très intéressant et finalement, ça vient de quelque chose d'assez profond. Est-ce que ça veut dire que vous développez une vision peut-être à très long terme ou est-ce que ça ne se pose pas en ces termes-là ? Comment vous décririez-vous peut-être, Alain, votre rapport au temps ? Est-ce que c'est une question de terme en avant ? Est-ce que c'est une question de temps pris à chaque étape ? Comment est-ce que vous le décririez ? Vos questions tournent autour de la projection ou ma projection ou la projection de l'entreprise sur un moyen ou long terme. Oui. L'entreprise, c'est une espèce d'écosystème. Et dans tous les écosystèmes, en fait, il y a des choses qui naissent, d'autres qui meurent. À un moment donné, quand je partirai de cette entreprise, je serai l'élément qui sera parti, quoi, voilà, enfin, ou qui sera mort dans le contexte que je viens de délivrer. Donc, une entreprise comme celle-là, quand on constate qu'on vit, en fait, et là je reprends les propos de Pierre-Olivier sur l'adhésion irrationnelle de nos consommateurs ou de certains clients à la marque, alors qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais déclenché le moins de budget de com. On commence juste à en faire un peu. On a fait notre première campagne d'affichage à Paris il y a 15 jours, qui est très réussie et qui nous a fait grand plaisir et qui fait plaisir aussi à nos clients professionnels et sûrement quelques consommateurs. Mais il y a ce rapport un peu particulier à cette marque parce que, alors certes parce qu'elle est incarnée, mais c'est pas que en fait. Encore une fois, c'est parce qu'il y a encore plein de choses autour qui font que elle est un peu unique, en fait. Vous voyez, on a une certaine liberté, transparence. Voilà. C'est sûrement lié aussi à mes traits de caractère, juste décrits à l'instant, mais pas que, en fait. C'est pas que. Peut-être qu'on est rassurant aussi quand on prend des décisions pour nos clients ou quand on est dans un service ou dans un service pas très haut de gamme, mais en tous les cas très spontané, parce que on veut faire plaisir à nos clients et on veut qu'ils soient heureux avec nous, et ils nous le rendent bien souvent parce que on n'a pas de souci forcément de concurrence frontale, vous voyez, donc on ne vit pas ça. C'est vrai qu'il y a un caractère un peu, c'est un peu singulier quand même cette boîte. J'entends une notion d'attention aussi dans ce que vous dites, ce serait un des points.
l'attention et l'intention aussi. Mais ça, Pierre-Olivier est En très fait, bon on là-dessus. est. Non, mais on est. Je crois qu'une marque, elle se construit pas qu'à travers son produit. Et en fait, nous, on vend plus un produit. Et ce que je dis souvent d'ailleurs aux équipes, c'est à partir du moment où vous avez compris que les jus de fruits n'intéressent personne, parce que la catégorie jus de fruits, en général, est tout en bas des cartes des menus dans les restaurants. Quand vous demandez la marque du jus de fruits, vous avez 9 restaurants sur 10 qui vous disent je sais pas ce que c'est. Donc en fait, on vend pas du jus de fruits. On vend un service, une attention, des conseils. C'est pour ça qu'on a des commerciaux qui sont extrêmement engagés pour l'entreprise. Quand ils vont voir leurs clients, ils connaissent quasiment le prénom de tous leurs clients. On a 5000 clients en France qu'on sert en direct. Alain répond à tous les clients qu'il appelle sur son portable, qu'il donne par mail. On peut considérer que c'est une folie, en se disant mais en fait vous optimisez pas du tout votre distribution et votre CRM, si on prend des mots un peu voilà. Et d'un autre côté, c'est aussi ce qui fait la force de cette marque, c'est qu'en fait on a une relation quasi personnelle, au-delà du fait qu'on connaît toutes les données et qu'on est capable aussi d'analyser ce qui se passe. Mais on a des relations très personnelles qu'on a avec nos clients et qui font que un client, il va passer une commande et alors il va appeler le commercial pour passer sa commande, mais aussi pour parler avec lui. Et pareil, ça, on peut se dire, en fait, il faut l'optimiser. Donc, évidemment, on va mettre en place pas mal de projets, des projets digitaux qui vont faire que toute la partie un peu moins conseil, on essaye de la déporter sur plus du digital, et c'est la beauté de ce type d'outils, mais de garder, de renforcer encore plus cette relation unique qui fait qu'on va vendre. On essaye d'être les experts sur une carte de soft, de boisson, en disant, là, je pense qu'il faut que tu mettes ça. Pas forcément d'ailleurs que notre marque. Là, il faut que tu serves ce parfum-là à cette heure-là de la journée. Parce qu'en fait, si tu sers un nectar de mangue en début des repas, ça va être trop texturé, trop lourd, et le client ne va pas prendre de dessert. Voilà, c'est dans cette approche-là qu'on va créer une espèce de relation unique, qui va faire qu'on n'est pas juste un produit, parce qu'un produit c'est interchangeable, mais une marque avec tout ce qu'il y a autour, ça, je crois que c'est effectivement, pour rejoindre ce que vous dites, il y a de l'attention et de l'intention qui est pensée. Ouais. Alors, on entend bien les rebonds et les complémentarités dans vos propos. Comment, quand une marque porte le nom de son fondateur qui est toujours donc présent et président de l'entreprise, comment est-ce que vous, Alain Millat, vous avez laissé un peu de place, peut-être, à Pierre-Olivier pour qu'il puisse jouer son rôle de DG? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évident du fait de votre rencontre dont vous avez parlé tout à l'heure? Est-ce que ça a nécessité des ajustements? Comment ça s'est passé? Je n'avais rien en tête quand j'ai demandé à Pierre-Olivier de me rejoindre, parce que je n'avais pas d'expérience, parce que quand on est 20 ans, ou du moins 10 ans à la tête d'une entreprise qui fonctionnait plutôt bien et qui n'avait pas de soucis, entre guillemets, de répartition de rôle, faire arriver quelqu'un qui doit être, pas un bras armé, mais qui doit vraiment tout partager, je n'avais rien en tête, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Voilà. Et là aussi, je crois que c'est ma chance d'avoir un rapport au temps assez particulier qui fait que le temps, en fait, aide. C'est-à-dire le temps, l'expérience, l'écoute, aussi la prise de parole, parce que de temps en temps, il faut dire, il faut aller chercher un peu de force au fond de soi et dire, allez, là, on se pose, on va parler de ceci, cela, mais dans les deux sens aussi. C'est pas que dans un sens. Hein. Et puis après, il y a des accidents de la vie, comme par exemple, de la vie de l'entreprise, hein, j'entends, qui nous font dire, là, la Covid, par exemple, je ne sais pas si on dit que les épreuves, ça resserre les liens, je ne sais pas si c'est une vraie théorie, j'en sais rien, mais en tous les cas, soit on a eu une gelée printanière début 2021 qui a bousillé 40% de la production fruitière française. Waouh! Comment on fait pour réagir? Qu'est-ce qu'on met en place? Voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure que les mois, les trimestres, les semestres, les campagnes fruitières passent, il y a quelque chose d'évident qui se met en place. Mais c'est pas l'autre en fait qui trouve sa place, c'est les deux qui trouvent les moyens, comme ça, un peu par sensibilité, un peu par intuition, qui laissent un peu la place à l'autre, et l'autre peut-être s'empare de choses très naturellement. L'évolution qu'on a eue cette dernière année, seulement cette dernière année, est complètement... C'est pas qu'avant c'était désagréable, c'est qu'avant c'était un peu plus en construction, que maintenant c'est moins en construction, et que c'est pas plus huilé, quoi. C'est pas tellement ça, mais c'est juste que c'est encore quelque chose d'autre. On est en 5e année, fin de 5e année, quelque chose comme ça. Hein.
Mais peut-être que l'année prochaine, ça sera encore différent parce qu'il y aura d'autres projets à porter, à nourrir, à driver. Et voilà, puis moi, j'évolue, mais Pierre-Olivier évolue, l'entreprise évolue. Enfin, ouais, tout est mouvant, rien n'est figé, quoi. Mais c'est écouter, encore une fois, c'est écouter, considérer, et puis se donner, enfin pour moi en tout cas, se donner un peu le temps, en fait, parce qu'on n'est pas... Et puis le fonctionnement de Pierre-Olivier, selon moi, c'est pas un start-upper. Et même si vous êtes beaucoup plus impatient que moi sur, j'allais dire, le déploiement ou en tous les cas l'activation de projets ou de visions que je peux avoir et qu'on partage déjà au préalable avant de l'appliquer, mais vous n'êtes pas dans ce mode start-upper. D'ailleurs, les start-up vous agacent en plus. Hein. Oui, parce que pour moi, il peut y avoir un petit côté un peu, justement, artificiel. Il rigole, hein, parce qu'il a mis en ligne. Je voudrais rebondir sur deux sujets. Le premier, c'est quand même, ça nécessite une clarification des rôles et des tâches qu'il faut rappeler. Par exemple, Alain est beaucoup plus sur l'amont, c'est-à-dire le sourcing des fruits, la connaissance du produit que je maîtrise beaucoup moins, voire pas. Et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de dire ce qu'on sait faire bien et ce qu'on sait moins bien faire, et de ne pas vouloir faire les deux sur les mêmes sujets, parce que sinon on perd un peu pour le coup d'efficacité. Voilà, moi je vais peut-être plus être par exemple sur des sujets de stratégie, de développement commercial, de structuration de projet, enfin voilà, des trucs un peu plus... Ce qu'Alain appelle la méthodo de manière un peu péjorative, j'aime pas trop ça, parce que je trouve que ça réduit ça, mais en fait, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il y a une partie management, mise en place de projet, et puis par exemple, Alain est beaucoup plus sur la partie aussi aval, et c'est normal, il prend la parole en son nom auprès des journalistes, alors là, vous êtes gentils, vous nous invitez tous les deux, c'est la première fois que ça m'arrive, mais normalement, c'est plutôt Alain qui prend la parole, et mon rôle, c'est de faire en sorte qu'Alain soit de plus en plus visible, puisqu'il incarne la marque, et je crois beaucoup dans le fait que la marque soit incarnée. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, sur ce sujet de comment est-ce qu'on trouve sa place, en fait, il faut beaucoup communiquer, mais de toute façon, c'est comme dans un couple, ou comme dans une relation amicale, parce que si on arrête de communiquer, il peut se développer du fantasme, ou de la croyance, que ce soit du côté d'Alain, et je parle sans forcément révéler quelque chose, de dire attends, est-ce qu'il ne veut pas prendre ma place sur ces sujets-là, ou que ce soit de mon côté sur en fait je suis mis à l'écart sur ces sujets-là parce qu'en fait j'ai pas le nom d'eux, j'ai pas l'histoire, etc. Et en fait quand on en parle, on se rend compte que c'est jamais, voire rarement le cas. Et on en a d'ailleurs un peu parlé cet été. Moi ça faisait 5 ans, ça faisait, on va dire, un cycle, et on se dit qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on repart pour un cycle, qu'est-ce qu'il faut qu'on clarifie, mais vraiment l'importance on continue, éviter de tomber dans du fantasme qui en fait peut rendre un peu malheureux, parce qu'en fait on vit dans la croyance, on vit et c'est très vertueux de le faire, et on se rend compte que quand on le fait, ça nous emmène très loin, parce qu'en fait on est beaucoup plus dans la projection, dans la contradiction, mais saine, constructive, que dans en fait Alain veut pas aller sur ce projet et du coup on n'avancera jamais, ce que je peux me dire parfois, alors qu'en fait on en parle et ça avance. Donc c'est aussi la confiance dont vous parliez tout à l'heure, mais vraiment au cœur de votre relation à tous les deux, pour pouvoir se dire les choses, et ce que vous disiez aussi sur l'écoute et la considération de la parole de l'autre, qui vous a permis finalement au fil du temps de construire la relation que vous avez aujourd'hui. Oui, surtout que je pense qu'on a une grande confiance et une grande estime dans les qualités respectives de l'un et de l'autre. Et on a des parcours très différents. Alain, il a créé une boîte que j'aurais rêvé créer, une marque mondiale que tout le monde envie, ou en tout cas regarde avec beaucoup d'admiration dans le monde de l'épicerie fine, de l'agroalimentaire. En revanche, il n'a pas fait beaucoup d'études, voire pas d'études. Oui, voilà. Pas fait d'études. Moi, j'ai fait un peu plus d'études, un peu plus de grandes boîtes, mais j'ai pas créé d'entreprise. Ça, c'est déjà la partie un peu factuelle, et je pense que l'un et l'autre, on se sert beaucoup. Et on se respecte beaucoup pour ça, sans dire que c'est mieux ou moins bien, mais juste, Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça marche bien, c'est qu'on est très complémentaires. Puis après, dans les personnalités, on parlait tout à l'heure de la patience. Alain m'a beaucoup appris, par exemple, dans des grosses négos commerciales, dans une partie qu'il est capable de jouer avec beaucoup de brio, de bluff, d'acteur. Sachant que moi j'avais du mal à jouer ce rôle-là parce que j'étais beaucoup plus entier et voire un peu trop spontané ou trop réactif dans des négociations qui étaient assez sensibles. Voilà, cette distance par rapport à certains sujets ou certaines négociations qui peuvent être assez complexes, ça m'a beaucoup appris. Et donc oui, il y a cette relation de confiance, cette notion de confiance qui fait qu'on sait qu'on peut apprendre, pas forcément d'ailleurs sur les sujets
sur lesquels on pensait apprendre en se disant je vais apprendre sur le métier de dirigeant, sur tel et tel sujet. Mais c'est des sujets qui viennent progressivement, qui viennent sur le côté, qui viennent quand on repense 2 ans après comment on était dans certaines situations, qu'on constate d'ailleurs parfois factuellement. Voilà. Alain, vous voulez... Tout est dit, malheureusement. Je n'ai rien à ajouter. Je partage complètement cette vision-là. Je ne savais pas que ça vous agaçait, la méthodo. Bah non, mais dire Pierre-Olivier s'occupe de la méthodo, je trouve que c'est un petit peu... il remet le paquet. C'est un peu... Non, mais il y a un côté... Et je sais ce que ça veut dire derrière. Mais la méthodo... En fait, je valorise pas beaucoup ce côté structuré. Je valorise plus le côté intuitif, le côté visionnaire. Et donc, c'est pour ça. C'est peut-être aussi, c'est une perception. Bon, on en a déjà parlé. Mais je voulais juste rajouter un truc, c'est il ne faut pas hésiter quand on fait venir comme ça, là je me mets vraiment en tant que chef d'entreprise, un nouveau profil dirigeant qui est juste à côté de vous, que vous allez voir tous les jours, etc. Il ne faut pas hésiter à parler. Mais c'est vraiment la clé de la réussite. Et je sais qu'on a souvent justement parlé, c'est qu'il faut... C'est pas qu'il peut y avoir une tension, mais il peut y avoir un non-dit. Vous voyez, et les non-dits à la direction, c'est insupportable. Et il y a beaucoup d'histoires, hein, j'en ai pas mal eu ou entendu autour de moi, de situations d'entreprise dirigée par 2 personnes avec le fondateur, qui a le nom, ou qui est héritier de la famille, ou qui a la famille, et puis quelqu'un qui rejoint, qui est plus exécutif, et au bout de 2-3 ans, ça plante parce qu'il y a des mauvaises perceptions, ou alors il y a réellement des volontés de nuire à l'autre, ce qui n'est pas du tout notre cas, et je crois qu'on s'est jamais dit, en tout cas moi je me suis jamais dit, il faut un jour que je prenne la place d'Alain. Enfin, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je crois pas qu'Alain vous soyez dit ça, un jour il va me piquer ma place. Bon, même si... Non mais voilà, typiquement c'est un sujet auquel peut-être qu'il faudrait qu'on en parle, mais en fait je crois qu'il n'y a même pas besoin d'en parler parce qu'en réalité le sujet se pose pas comme tel. Je sais que dans d'autres entreprises, d'autres binômes, parfois il peut y avoir cette espèce de crainte, et quand vous en parlez pas, ça explose, et puis une fois que ça a explosé, c'est trop tard. Je crois que c'est aussi important de rappeler qu'on a une excellente équipe autour de nous, que ce soit à Valence, Cédric qui dirige les opérations, en qui on a toute confiance, et donc on peut lui confier toute la direction du site, des hommes, des femmes qui produisent, notre DAF Benoît qui s'occupe aussi de tous ces sujets techniques, qui nous permet aussi de prendre un peu de distance et de se consacrer sur ces sujets-là de vision, de stratégie. Donc voilà, et puis après on a évidemment beaucoup de gens autour de nous qui nous aident dans cette construction d'une relation de confiance pour prendre le temps finalement. Et en fait je crois que le métier de diriger, c'est un métier. C'est pas une tâche qu'on essaye de faire quand on a le temps. Surtout quand on est 2, en fait ça se travaille. Mais comme un couple, ça se travaille. Si vous communiquez pas, si j'arrête de communiquer avec ma femme pendant 1 mois, on va sentir qu'on est un petit peu désaligné, un peu fatigué. Et surtout quand vous avez des sujets opérationnels qui vous fatiguent, dans lesquels il faut prendre des décisions difficiles, qu'elles soient de management. Voilà. Et ça, c'est très important d'arriver. Je dis souvent aussi, il faut qu'on se prenne 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 15 jours, 2 heures juste pour... balayer les sujets sans forcément de faire d'ordre du jour très structuré, mais juste en disant mais qu'est-ce que tu penses de ça, en l'occurrence qu'est-ce que vous pensez de ça, cher Alain. Voilà. Quand on a évoqué l'idée de faire cet entretien tous les 3, vous avez utilisé le terme d'apprivoiser. Est-ce que vous voulez en dire un mot ? Donc c'est moi qui avais utilisé ça ? Je crois que c'est moi, et vous avez repris le mot en disant oui, que ça correspondait bien. Avec ce côté un peu sauvage. Oui, c'est un peu le principe de l'apprivoisement. J'allais dire que vous pouvez. Non, je peux... Mais si. Le côté sauvage au sens seul, au sens aller chercher l'autre, non pas dans sa sauvagerie, mais plutôt dans sa solitude ou dans sa complexité. Ça, c'est de l'apprivoisement. Si on lit l'autre juste de manière binaire, on comprend rien. Et probablement qu'on perçoit très mal les choses et on risque de prendre les mauvaises décisions et de lui prêter des mauvaises décisions. Mais du coup, ça demande effectivement cet apprivoisement. Et concrètement, ça veut dire aller creuser un sujet, quitte à ce que ce soit désagréable, parce qu'on sait qu'au fond, il n'a pas de données réelles. Moi, je dis souvent à Alain, donnez-moi votre vision sur ce sujet. Je ne sais pas ce que vous pensez. Alors parfois, Alain me dit, ouais, mais en fait, franchement, là, j'en sais rien. Ou alors, il me dit... laissez-moi du temps, il faut que je réfléchisse. Je sais qu'il réfléchit, je sais que ça marine, je sais que ça infuse. Et un jour, il revient, il me dit là, ça y est, j'ai avancé. Il faut qu'on fasse ça. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est pas mal. Et de fait, on avance. En revanche, si je vais pas le chercher,
Je le reconnais et je pense qu'il le reconnaît aussi. On peut rester dans des situations un peu sclérosées dans lesquelles voilà. Et donc ça dit bien ce que ça dit le côté apprivoisement. Moi, j'aime bien effectivement cette image. Mais c'est en ça que c'est agréable, en fait. C'est un des grands bénéfices de la collaboration avec un proche, comme ça, là, dans une direction, même si c'est une PME. C'est que je ne vais pas me faire bousculer. Mais en tous les cas, ça va m'embêter au point que je vais être obligé de changer mon mode de réflexion pour finalement livrer soit une décision, soit une vision, peu importe, mais avec soit un délai qui va être plus court, soit avec véritablement des arguments qui déroulent bien, qui vont alimenter la réflexion générale de toute la stratégie de l'entreprise, etc. Donc, moi, c'est mon salaire, ça, des fois. C'est au même titre qu'une déclaration d'amour d'un des collaborateurs en logistique, parce qu'il dit « j'adore venir travailler chez vous, Alain, ou chez toi, parce que je me suis me tutoie ». Enfin, voilà. Et vous voyez, en fait, ça nourrit, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut nourrir un dirigeant de voir que, par exemple, avec Pierre-Olivier, depuis peu de temps, peut-être 1 an ou 2, mais des fois, quand vous dites qu'il faut qu'on s'isole tous les 15 jours pour balayer, mais des fois on n'a rien à balayer. Mais le fait de dire, vous en pensez quoi? Ouais. Enfin, je veux dire, un peu comme si on croise un copain et on sait que ça allait, je sais pas, mal dans son couple ou avec sa famille, on dit, ça va mieux, tu te sens mieux, ça avance. C'est le même principe en fait, c'est qu'à un moment donné, on ne fait plus appel à la compétence. Et on va aller chercher en fait ce qu'il y a de plus intuitif en fait chez l'autre. Et ça peut beaucoup apporter dans les prises de décision, dans le processus en fait pour dire ok, là on y va. C'est comme quand il m'embête pour pas dire autre chose, quand il va dire je sens bien là que ça vous gêne ce dossier, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous gêne, et que moi je suis quasiment pas capable de dire mais je le sens pas quoi. Voilà. Et donc du coup je dois, par respect pour le travail qu'il fait, mais aussi parce que avec 45 personnes, on ne va pas faire juste comme ça, on n'est pas directeur artistique, on fait quand même des choses dans le but d'avoir une entreprise qui tourne, qui soit saine et qui existe encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc je me dois de me bouger, moi, intérieurement, pour délivrer quelque chose. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages ou évolutions qui ont été importantes pour vous dans votre façon de diriger? On en a abordé quelques-unes déjà. Je pense qu'une des choses que je sous-estimais, en tout cas dans les vraiment difficiles, ou en tout cas de réussir à bien mettre en place, c'est de s'entourer de personnes de qualité. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental, qui vont rester, qui vont vous suivre, qui vont être engagés. Et là, je crois qu'on est... au début, je ne pensais pas que c'était un sujet, et je pensais que c'était plus des sujets techniques, des sujets industriels, des sujets de stratégie. Ça, c'est une première chose. Et vraiment, je trouve que j'ai, en tout cas, moi, beaucoup appris sur ce sujet-là, surtout en mettant en place des gens qui ont vachement confiance. Un autre élément sur lequel j'ai le sentiment d'avoir un petit peu appris, à la fois aux côtés d'Alain, mais aussi dans le rôle, c'est la posture, en fait. C'est que venons d'une formation plutôt assez académique et des métiers plutôt assez académiques, voire très techniques, en tout cas très rationnel. J'avais souvent le sentiment, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis de nos associés, de devoir prouver les choses par du rationnel, alors qu'en réalité, il faut une posture. Une posture qui va rassurer. Par exemple, pendant le Covid, on peut définir tout ce qu'on va mettre en place comme plan d'action, mais si on n'est pas sûr qu'on va exister dans 2 ans, personne ne vous suit. Dans la communication, pareil, dans cette crise, on est en plein brouillard, on ne sait pas ce qu'on peut, quand est-ce qu'on va en sortir, qu'est-ce qui va se passer. En revanche, il faut donner un cap, il faut communiquer. Ça prend. En fait, si vous êtes très rationnel en disant il faut que j'ai absolument tous les dossiers, toutes les données pour communiquer, vous ne communiquez pas. Alors que si vous avez cette confiance, cette posture, et je crois que c'est notre rôle de donner un cap, de rassurer, de communiquer. Et on ne communique jamais assez. On a toujours le sentiment qu'en fait on communique, mais en fait on ne communique jamais assez. Surtout dans ces moments-là où les gens ont besoin de savoir ce qui se passe, parce qu'ils pensent que vous savez, alors que vous ne savez pas. Et il faut simplement leur dire, je ne sais pas, mais ça va aller. Parce qu'on croit que ça va aller. Parce qu'on était convaincus que ça allait aller, même si en 2020, le 15 mars 2020, on s'est dit, oula, moins 80% de chiffre d'affaires, tous nos clients fermés en France et dans le monde, parce qu'on n'a jamais imaginé une crise qui toucherait le CHR, café, hôtel, restaurant mondial.
Là, on s'est dit, ouf, ça va être compliqué. Et puis, on a bossé, on s'est réinventé, on a lancé une nouvelle marque qui s'appelle AM, qui est une marque d'infusion, qui est plus dans les magasins de proximité. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, on apprend souvent sur des sujets qu'on n'imagine pas au départ, et c'est ça que je trouve passionnant. On n'a absolument rien à ajouter. Vous avez évoqué à plusieurs reprises votre souci de choisir le bon produit, d'être en proximité et tout un tas d'autres sujets qui sont à la fois, j'imagine, liés à la qualité des produits, mais aussi peut-être à une préoccupation plus large liée à la transition sociétale, écologique. Comment est-ce que vous percevez votre rôle dans ces évolutions sociétales ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous guide ou bien est-ce que finalement, dans votre ADN, il y avait déjà plusieurs éléments présents et qui sont amplifiés peut-être en cette période où c'est un peu plus d'actualité ? Là, on touche les sujets qu'on rassemble dans les PME ou même dans les entreprises, les grandes entreprises, la RSE. On a pris l'initiative de faire venir un consultant pour mettre en évidence ou nous expliquer à nos collaborateurs, c'est-à-dire à tout le personnel, ce qu'était la RSE et ce que l'on faisait déjà. Et moi, je m'attendais j'avais un peu surestimé cette dimension-là et j'imaginais qu'il y avait des entreprises, alors par manque de lecture de différents articles hyper pointus, précis sur le sujet, mais je pensais que les entreprises qui étaient vraiment, je sais pas, peut-être 10 fois, 20 fois plus avancées que nous, quoi. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a toujours utilisé le bon sens. Et en utilisant le bon sens, en fait, on s'est aperçu que de la RSE, on en faisait depuis la création de l'entreprise. Pourquoi aller acheter quelque chose à 300 km alors qu'il est à 100 km ? Pourquoi utiliser en énergie, je vois bien, nos fruits, beaucoup de nos fruits ne viennent pas... On a beaucoup de fruits frais qui arrivent l'été pendant les périodes de récolte, parce que notre différenciation de produits, c'est-à-dire vraiment au niveau organoleptique, en fait... Si on peut lui attribuer une proportion dans le résultat final, la matière première, on estime que c'est les 2/3. Et donc, du coup, il nous faut une matière première qui a un degré de maturité, une variété, enfin voilà. Donc, d'où notre différence aussi sur le marché et notre positionnement premium. Mais vous voyez, par exemple, les fruits qu'on achète dans les 3 départements autour de Valence, donc dans la Drôme, dans l'Ardèche, dans l'Isère, un peu dans le Rhône et dans la Loire, donc ça fait 5 départements, pardon, tous ne viennent pas avec un camion réfrigéré. Parce qu'il suffit de faire venir le soir, en fait. C'est aussi bête que ça, quoi. Vous voyez ? Donc, bien sûr que pour la communication externe en direction des consommateurs, eh bien, il faut que tout ça soit listé, identifié, qu'on puisse les reprendre, les enfermer dans des process, etc. Ce qui me fatigue au plus haut point, soyons clairs. Et là, pour le coup, heureusement qu'on a... De la méthodo ? Pas trop les process non plus, mais je le fais parce que ça lui fait plaisir que je le fasse et que je ne le ferai jamais. mais heureusement qu'on a Aurélie aussi là-dessus. Oui, c'est ça. La qualité, voilà. Des gens qui mettent tous ces sujets-là extrêmement carrés, sur lesquels il y a des normes et sur lesquels il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on soit très très précis. Mais ce que je dis souvent, c'est que en fait, Alain faisait la RSE sans le savoir depuis toujours, sur la partie matière première, sur la partie contenant. La bouteille verre, il y a 25 ans, dans le jus de fruits, c'est pas parce qu'il faut faire du verre, parce que c'est écolo. Parce que c'est élégant, parce que ça va premiumiser un produit qui sinon a été, disons-le, massacré dans la grande distribution, dans du PET, sur des jus à base de concentré, à des niveaux de prix et de qualité qui ont probablement abîmé la catégorie du jus de fruits. Enfin, je crois qu'il faut le dire. Complètement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un produit avec des appros qui sont plutôt assez courts et avec un contenant qui devient à la mode. D'ailleurs, on a beaucoup de problèmes pour s'approvisionner en bouteille verre et en pot verre, parce que tout le monde veut faire du verre. Et en fait, il faut simplement que nous, sur cette partie-là, on aille un cran plus loin en disant, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets ? Est-ce qu'on en fait de l'épandage Est-ce qu'on essaye de les revaloriser pour faire d'autres types de produits ? Donc, c'est aller un cran plus loin, mais déjà bien communiquer et bien structurer tout ça. Puis après, il y a aussi, et tout ce qu'on fait aussi sans le savoir, mais c'est sans s'en rendre compte sur la partie humaine et sur la partie collaborateur. On croit beaucoup plus au fait d'aller emmener, comme on l'a fait une fois, nos
commerciaux en séminaire au musée d'Orsay voir une œuvre pendant 2 heures et dire ce qu'ils en pensent, que plutôt mettre 4 baby-foot dans une salle de pause et leur dire de jouer et avec ce côté un peu jeu artificiel qu'on trouve un peu surfait par rapport au fait de se dire qu'est-ce que tu vas penser, qu'est-ce qu'elles vont être tes émotions par rapport à une œuvre d'art. Ça, c'est prendre soin de ses collaborateurs sans mettre beaucoup de budget parce qu'on n'a pas les moyens de faire des énormes séminaires comme d'autres boîtes font, mais à la fin, les gens sont contents. En tout cas, on a l'impression. Je termine encore sur les matières premières parce que les matières premières les plus, celles qui bougent, enfin qui consomment plus de CO2 naturellement, sont les agrumes en fait. Nous, nos agrumes, en fait, c'est Sicile. Bien sûr qu'on peut trouver du Brésil en orange, pamplemousse, moins cher. Mais moins cher pour quel enjeu, quoi? Je veux dire, oui, on va gagner un 0,01 point de marge, la belle affaire. On va faire 10 000 km à une orange ou un pamplemousse, alors que Sicile et Israël, tout est à côté, et c'est beaucoup plus raisonnable, en fait, de faire ça. Mais vous voyez, là où on n'est pas très bon, où on n'est pas forcément... C'est que peu de gens le savent. D'accord, c'est que les gens ne savent pas et qu'on ne le dit pas. Alain n'a pas forcément estimé, je pense que c'est une bonne vision de dire on va rester très sobre sur l'étiquette sans forcément dire d'où ça vient. Et moi je dis mais il faut absolument qu'on le dise si c'est de la Sicile. Parce que les gens vont croire que ça vient du Brésil comme toutes les oranges. Oui, ou alors il faut vraiment qu'on le valorise. Et ça, par exemple, c'est des sujets sur lesquels on doit progresser, simplement dire d'où viennent les choses. Et moi ce que j'aime dans cette boîte et aussi dans ce côté approche RSE pour le coup très pragmatique, c'est qu'elle n'est justement pas idéologique. C'est du bon sens. J'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs. Je retrouve chez Alain ce bon sens paysan qui fait qu'en fait les choses sont bonnes, justes, plutôt belles. Ça, c'est plutôt une vision esthétique qui vient de chez Alain et qui fait qu'à la fin, on n'est pas en train de se dire il faut qu'on aille sauver la planète en donnant tant ou tant à telle association, même si on le fait, mais en fait, on ne va pas le dire. Mais c'est simplement, en fait, ça nous paraît normal de bosser avec les producteurs à côté de chez nous. Parce que ça ne nous paraît pas cohérent d'aller contracter très très loin avec des énormes boîtes avec qui ce serait beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc je crois que là-dessus, la vision de la RSE, elle est simple, elle est sensée et elle parle à tout le monde. Tout le monde la vit dans l'entreprise. Et quand vous parliez tout à l'heure sur voilà, l'espèce de team building, pour reprendre un peu le terme à la mode qui m'agace, qu'on avait fait, je crois que c'était le Moulin des Galettes, qu'on avait admiré et qu'on avait commenté et qui nous avait été commenté par un professionnel. Par rapport à un saut à l'élastique, je pense que le souvenir qu'on garde de cet après-midi, passer tous ensemble 2 heures là devant ce formidable tableau, une scène de vie, c'est assez extraordinaire quand on prend la peine de regarder. Je pense que les souvenirs sont encore très présents auprès des collaborateurs qui avaient participé à cette animation. Et vous voyez, typiquement, c'est se dire pour ces commerciaux ou cette équipe qu'on a qui est beaucoup sur le terrain, parfois dans des conditions qui ne sont pas faciles, ils ont des objectifs assez élevés, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'est pas non plus que dans une entreprise, on n'est pas une assoce, voilà, une assoce, on a aussi des objectifs, on a des ambitions, encore une fois parce qu'on est convaincu de la... Mais c'était là prendre un peu de recul, un peu de temps off et faire parler des émotions devant quelque chose devant lesquels on avait tous à dire vraiment à se prononcer. On est resté 2 heures devant un seul tableau. On n'avait pas le droit d'aller voir les autres tableaux. C'est un exercice qui est très intéressant. Et vous voyez des gens danser sur ce tableau, je crois que c'est Renoir, il me semble, où vous avez différents plans. Et en fait, chacun disait à quoi ça lui faisait penser, ses souvenirs. Moi, ça, on a vraiment eu des trucs qui étaient assez incroyables en termes d'émotions, de souvenirs. Et puis à la fin, comme vous le dites, Alain, les gens s'en souviennent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas ensuite aller passer un excellent moment dans un resto et faire un peu la fête, parce qu'il y a aussi cette part de convivialité. On vit dans le monde de la restauration, de l'hôtellerie, des bars, donc en fait on aime aussi faire des cocktails avec nos jus, et notamment la vodka cranberry qui est très efficace. Enfin, Alain s'en souvient plus, mais on a une excellente cranberry, donc c'est un jus, enfin c'est presque un jus, parce que, c'est un jus sucré qui a un taux de cranberry qui est très élevé par rapport aux autres jus du marché. 3 fois plus. 3 fois plus, voilà. Vous le mariez avec une très bonne vodka à frapper, ça vous fait un cocktail assez efficace. Qu'est-ce qui vous donne plaisir à diriger ? Peut-être chacun et puis ensemble ? Qu'est-ce qui me donne plaisir à diriger ? Moi, c'est le fait de travailler avec des gens, quoi. Vous voyez, d'être au milieu de d'autres personnes. C'est pas. Vous voyez, ça fait 2 heures pas mal de temps qu'on parle là, mais on n'a pas encore parlé de pouvoir en fait. C'est une chimère, le pouvoir. C'est quelque chose qui est plutôt bien pouvoir, oui, juridique, structurel, réglementaire, voilà.
Mais le pouvoir en tant que tel à vivre dans une entreprise, une PME comme nous on l'entend, ça n'a pas de sens, quoi. Donc pour moi, le plaisir de diriger, c'est vraiment lié au fait de... Hier, j'étais à l'atelier à Valence. Quel bon moment j'ai passé, aller voir les filles à l'administration des ventes, la compta, parce que ça faisait 8 jours que je ne l'avais pas vue. On ne s'est rien dit, mais c'est aussi voir des gens qui font encore partie du groupe dans lequel vous passez quand même... moi, je passe pas toute ma vie dedans, parce que je rentre le vendredi soir et que j'ai mon samedi et mon dimanche. Mais je veux dire, c'est quelque chose de très intime pour moi, cette entreprise, finalement. Qui a une proximité avec ma sensibilité assez forte. Mais c'est ça. C'est diriger avec... parce que je suis bien entouré. Voilà. Et pas qu'avec des profils ou la collaboration avec Pierre-Olivier, mais aussi avec tout ce qu'il y a de merveilleux quand on croise d'autres personnes. Hier midi, je suis allé manger avec les gars de la logistique dans un autre bâtiment à 5 km. Je suis resté 1h30 à manger dans leur cabanon avec eux. Ils étaient super contents de me voir. Mais moi, j'étais aussi content de passer un moment avec eux, quoi. Donc, c'était partagé encore. Et j'ai pas l'impression de diriger. Enfin, j'ai quand même l'impression d'insuffler quelque chose, de donner quelque chose qu'ils vont reprendre ou qu'ils vont partager avec un collaborateur ou avec peut-être qui vont ramener chez eux, peut-être. Qui vont peut-être dire qui vont peut-être donner ou balancer à leurs enfants ou à leur épouse, je sais pas, peu importe, mais il y a quelque chose qui va rester. Donc, ça rejoint un peu un peu la mission, vous voyez. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce sujet que je trouve, avec lequel je suis entièrement d'accord. Sur cette partie, en fait, on n'a pas le sentiment de diriger, on a plus le sentiment d'être à côté, de faire avancer les choses collectivement. Mais un autre sujet, moi, qui me donne beaucoup de plaisir, c'est de penser des projets ou des sujets stratégiques pour l'entreprise sur lesquels, avant de venir chez MIA, j'étais beaucoup dans la théorie puisque je faisais du conseil. Et là, c'est de se dire, on met en place des projets, ils se déroulent et on y arrive et on embarque les gens sur ces projets. Par exemple, en ce moment, on est en train de construire une ligne, donc une nouvelle ligne industrielle à côté de notre ligne de jus de fruits pour fabriquer des confitures qu'on faisait faire à d'autres... mais ça, c'est très excitant. Et on se l'était dit il y a 1 an et demi, 2 ans, mais on n'était pas sûr, on n'avait pas forcément les financements. On a pris la décision il y a 6 mois. Là, on est en train de construire les panneaux pour ensuite installer la ligne à l'intérieur. Et dans 3 mois, on va pouvoir fabriquer des confitures, peut-être après d'autres catégories, peut-être des soupes, des compotes. Ça, c'est très plaisant dans le sens où c'est très concret et on voit les choses. Alors, c'est pour ça aussi qu'on travaille probablement dans une entreprise industrielle avec un produit, avec un process de fabrication. Et quand Alain me taquinait tout à l'heure sur les startups, c'est que souvent je trouve qu'il y a une déconnexion entre des valeurs et puis de la réalité de ce qu'on fait nous. Ça, je prends beaucoup de plaisir à ça, de voir les produits sortir d'une ligne de production, de les goûter et de mettre en place des projets qui embarquent tout le monde. Voilà. Alors, pour terminer cet échange, je vous propose de vous poser quelques questions un peu plus personnelles et peut-être que vous y répondiez chacun. Qu'est-ce que vous aimez lire ? Et est-ce que vous avez une recommandation à nous faire ? Moi, j'aime bien lire ce que j'appelle des romans historiques ou des biographies. J'aime beaucoup Stefan Zweig. J'ai lu quasiment toutes ses biographies que je trouve vraiment passionnantes d'un point de vue psychologique. Et puis, j'apprends beaucoup de choses. J'ai commencé, alors cet été, me suis un peu arrêté, mais par exemple, la biographie de Churchill, de Kersaudy, que je trouve un être vraiment... un type qui lâche rien, qui va sur le front, qui se bat avec ses armées. Donc ça, j'aime beaucoup lire ça. J'aime bien aussi lire tout ce qui est des petits essais, un peu de philo. On partage aussi un peu quelques lectures communes avec Alain. Je vais le laisser en parler, mais sur des choses un peu plus contemplatives ou un peu plus spirituelles, qui vous aident à prendre un peu de distance par rapport. Donc voilà en ce qui me concerne sur mes lectures. Moi, je lis pas de roman, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire, donc si je lis sur plusieurs semaines un roman, en fait, si j'ai une césure de 2 jours, je ne me rappelle plus ce que j'ai ingurgité les 2 jours d'avant, donc c'est une catastrophe. Mais tout ça m'a conduit en fait vers des essais ou dans tous les cas des récits assez courts et au bout du compte sur de la poésie en fait.
Et Pierre-Olivier m'a fait découvrir Christian Bobin, en fait, qui est un écrivain avec une vie un peu particulière, mais que j'essaye de suivre quand il donne quelques interviews, c'est assez rare. Moi, j'ai connu par Le bruit de la balançoire. C'est cet ouvrage-là que vous m'aviez offert. Et c'était un énorme coup de cœur. Et en fait, c'est tous ces auteurs qui célèbrent en fait tous les éléments qu'on a autour de nous, que ce soit la lumière, que ce soit le végétal, l'animal. Mais là aussi, pour moi, c'est très connecté avec cette vision que j'ai du temps qui passe. Je dis souvent... Mon meilleur ami, c'est le temps qui passe, parce que je trouve que c'est un des ingrédients majeurs pour vivre la joie, en tous les cas pour moi. Et voilà, tous ces auteurs qui célèbrent un peu l'émerveillement comme ça, mais pas l'émerveillement nunuche. Vous voyez, par le truc, je m'assois et je suis ébahi. Non, c'est aller plus loin et y mettre un peu aussi une dimension spirituelle. Pour moi, c'est quelque chose d'important, très important dans ma vie, et ces auteurs-là m'alimentent, me guident aussi quelquefois. Est-ce qu'il y a un lieu où vous aimez particulièrement vous rendre ? Chez moi. En fait, je vis là où je suis né. Donc, si vous voulez, c'est un peu... j'ai mon 180 degrés, là, comme ça, devant moi. Je vis dans un petit chalet en bois de 70 mètres carrés. Très agréable. La notion d'havre de paix, pour moi, prend toute sa dimension là-bas. Il n'y a pas un énorme calme, parce que je ne suis pas au milieu d'un massif montagneux. Je suis quand même à 20 km de Lyon. Mais ce qui me plaît dans cet endroit, au-delà du fait que ça fait bientôt 57 ans que j'ai la même ligne d'horizon tous les matins, mais c'est la distance avec les fausses promesses du monde, vous voyez. C'est-à-dire que quand je vois Lyon qui est à 20 km à vol d'oiseau, c'est comme si je m'en protégeais de la modernité ou de ce qui me semble quelquefois un peu futile sur Terre. Et donc, c'est une espèce de refuge, en fait, une espèce un peu de fort, en fait, de bastion, comme ça. Je suis très heureux d'y retourner tous les vendredis soirs. Et quand c'est un bonheur de chaque jour, chaque matin. Si un jour vous approchez de Lyon, je vous invite vraiment à passer à la maison. Je trouve ce lieu très, très agréable. Vous le connaissez. Et vous, Pierre-Olivier ? J'allais dire, il fait très bien la cuisine. Donc si jamais... Il faut s'arrêter pour manger. Moi, j'aime bien aller de manière peut-être un peu moins poétique. J'aime beaucoup le Pays Basque, où je vais presque tous les étés. J'aime bien l'ambiance... petite place de village. En fait, je joue un peu à la pelote basque, donc notamment un village, la place du Rugne, dans lequel je prends un petit café, je bouquine, où je suis avec des amis, puis après je vais faire une partie de pelote. Voilà, ça me déconnecte vraiment, et j'aime bien à la fois tout le relief, à la fois très montagneux, et puis d'être dans une ambiance culturellement très forte et qui imprègne. Alors, vous avez fait une transition, mais qu'est-ce que vous prenez plaisir à cuisiner ou à déguster ? Je crois que je cuisine comme je fais des jus de fruits, c'est-à-dire une matière première que je transforme le moins possible. Pour moi, la cuisine, c'est juste une matière, une cuisson, un assaisonnement. Bon, c'est les grands classiques, je crois que c'est Escoffier qui disait ça, mais tous les ingrédients doivent être comme ça. Moi, je fais quand même 50 km quand j'ai du monde pour aller acheter le pain, quand même. Oui. Mais parce que je vais chez Antoinette à Lyon, et donc voilà, mais ça me fait 50 km pour acheter un pain. Ouais, c'est Alain Millet. Parce que c'est... pour moi, mon repas serait raté si j'ai du monde et que j'ai pas ce pain-là, ou j'ai pas telle viande. Voilà, c'est terrible. Donc voilà, je cuisine très peu, mais j'essaie surtout d'avoir quelque chose qui a encore aussi là du sens, en fait, dans l'assiette. Et alors moi, je cuisine pas beaucoup, mais j'adore le fromage. J'adore le fromage. Je pourrais ne me nourrir que de ça, que ce soit un chèvre frais, cendré, ou un comté 18 ou 36 mois, ou un brie à Savarin. Enfin, tout type de fromage. J'aime bien les découvrir, les producteurs de fromage. Je goûte beaucoup. Je découvre aussi des fromagers dans mon quartier. J'habite dans l'est de Paris. Il y a plein de fromageries qui ouvrent et qui ont de plus en plus de produits très très intéressants. Voilà, donc ce serait mon
grand plaisir même sur la gastronomie. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous avez envie de répondre maintenant ? Il y a la question que vous n'avez pas posée sur la partie plus pro-perso, c'est-à-dire que quand on dirige une entreprise et une PME, c'est assez engageant, c'est même très engageant, surtout que moi je suis beaucoup entre Paris et Valence, je suis pas mal dans le train. Et bien si vous me demandiez comment ça se passe, cet équilibre pro-perso, j'ai envie de vous répondre que ça se passe extrêmement bien à partir du moment où la personne avec qui vous vivez, en l'occurrence ma femme Laure, partage la mission de l'entreprise, connaît d'ailleurs très bien Alain, dessine pour Alain puisqu'elle est artiste et en fait et son oreille, ses yeux, et ils partagent beaucoup de choses ensemble. Donc ça me fait très plaisir en fait de voir que mon épouse est une amie d'Alain et partage cette vision qu'il a, dans laquelle d'ailleurs je suis pas forcément invité dans la discussion, et donc ça permet d'avoir un équilibre pro-perso qui est très agréable. J'ai pas cette contrainte si c'en est une. non, moi je vis seul dans mon petit chalet là, et donc j'ai toujours vécu seul, donc c'est parce que c'est ma très chère solitude. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, c'était très agréable, merci beaucoup. C'était très intéressant et très surprenant parce qu'on n'avait pas forcément tout anticipé et préparé, et c'était comme une conversation au coin du feu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À bientôt!